J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On ne va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour, bienvenue dans l'édito politique. Emmanuel Grégoire à Paris, Éric Ciotti à Nice, David Guiraud à Roubaix, Édouard Philippe au Havre. Ça y est, toutes les villes, grandes ou petites, ont désormais leur maire pour les 6 prochaines années. Mais au-delà des noms et des victoires locales, Jean-Marie Colombani, quelle lecture est-ce qu'on peut faire au global de ces élections municipales 2026 ? Quel parti a gagné du terrain ? Lequel en a perdu ? Qu'est-ce qu'on en retient ? Mais si on en retient ce que disent les partis eux-mêmes, ils ont tous gagné et c'est assez vrai. Tout le monde peut se réjouir au fond des résultats. Le Rassemblement national, parce qu'il engrange un certain nombre de victoires, toujours centrées d'ailleurs dans le sud-est et sur le pourtour méditerranéen, un petit peu aussi au nord, dans les Hauts-de-France, mais qui sont ces zones de force, mais qu'ils amplifient en quelque sorte. Donc ils peuvent être satisfaits de ça. Les socialistes peuvent vous dire Paris, Marseille, mais aussi Rennes et aussi Nantes. Voilà des places fortes et des grandes villes qui pensaient être débarrassées au fond de la gauche socialiste et qui en fait confirment le mandat de cette gauche socialiste. Les LR peuvent se réjouir du fait qu'ils sont quand même encore un grand parti territorial, avec de nombreuses communes qui sont restées fidèles, de gens qui sont réélus. Il n'y a pas de conquête majeure, sauf, par exemple, aux dépens d'un grand bastion historique de la gauche qui est Clermont-Ferrand. Mais néanmoins, il y a une implantation confirmée, des élus qui sont renouvelés, et le statut, au fond, des LR comme principal, avec le Parti socialiste, un des deux principaux partis territoriaux, se confirme, donc tout le monde est au rendez-vous. Et LFI, eh bien, la France Insoumise qui n'avait rien, a une implantation, un début d'implantation, et a quelques victoires, notamment à Roubaix, une victoire très spectaculaire, puisque Roubaix c'est une ville de plus de 100 000 habitants, et donc on peut considérer qu'il y a aussi une percée LFI. Donc chacun peut voir midi à sa porte, et chacun peut se féliciter de ses résultats finalement. Alors après les félicitations, ça s'est quand même pas mal écharpé entre les différents partis et notamment entre le Parti socialiste et la France insoumise qui avaient fait quelques alliances de circonstances et finalement l'état-major du PS semble bien regretter ces alliances-là. Oui, et en fait, la doctrine qui avait été énoncée était très claire, notamment par Olivier Faure, et elle était consécutive à différents dérapages, entre guillemets, de Jean-Luc Mélenchon, notamment le flirt avéré avec l'antisémitisme, et donc qui avait fait que les socialistes, la direction du Parti socialiste avait dit pas d'alliance nationale avec la France insoumise. En fait, il n'y a pas eu d'alliance nationale, mais il y a eu des compromis locaux. Et de ce point de vue-là, le résultat le plus important, c'est Toulouse. Parce qu'à Toulouse, où le total de la gauche, au soir du premier tour, toutes tendances confondues, dépassait les 53-54%, et qui au soir du second tour perd, et c'est le maire sortant, qui était minoritaire au premier tour, qui l'emporte avec 54%. Le maire sortant, qui est lui-même de droite, j'allais dire de centre-droit. Et donc, ce qu'il y a eu à Toulouse est vraiment une sanction claire et nette d'une bonne part de l'électorat socialiste qui a refusé l'alliance avec la France insoumise, d'autant que à Toulouse, le leader de la coalition de gauche pour le second tour, c'était l'homme de la France insoumise. Et donc les socialistes étaient au fond à la remorque de la France insoumise et beaucoup d'électeurs socialistes ne l'ont pas accepté. Et donc ça vient conforter celles et ceux qui au sein du Parti socialiste disent déjà depuis longtemps, mais le confirment avec beaucoup plus de force maintenant, qu'il ne faut pas faire alliance avec la France insoumise et que si alliance il y a sanction. D'ailleurs, là où il n'y a pas eu d'alliance, il y a eu victoire, par exemple Lille qui était menacée, le maire a été réélu, mais après avoir récusé l'alliance avec la France insoumise. À Paris, Emmanuel Grégoire a refusé aussi le soutien de la France insoumise et donc la candidate de la France insoumise s'est maintenue. Il a gagné. À Marseille, le maire sortant socialiste a refusé aussi l'alliance avec la France insoumise, même si le candidat de la France insoumise n'a pas insisté. Il s'est lui-même écarté pour le second tour, mais néanmoins, et ça a permis à la mairie socialiste de continuer à battre le Rassemblement national. Donc les preuves sont là et donc je pense que ça ne pourra pas ne pas
influencer durablement cette fois l'attitude des socialistes, même si c'est vrai que en même temps la tradition à gauche veut quand même qu'il y ait désistement réciproque. Oui, mais désistement réciproque, c'était accepté quand la gauche socialiste était en leadership, mais quand c'est la France insoumise, avec ce qu'elle représente de combat contre les socialistes eux-mêmes, ça ne peut pas marcher, et ça, je pense, du coup, ce sera un des éléments clés des futures batailles électorales, et naturellement à l'occasion de l'élection présidentielle. Oui, justement, on peut imaginer que des enseignements sont déjà en train d'être tirés pour la présidentielle de l'année prochaine. Plusieurs bureaux de partis politiques se réunissent d'ailleurs aujourd'hui, mardi 24 mars, pour tirer un peu des conclusions, des résultats. C'est délicat de faire des municipales une lecture pour la présidentielle, ou quand même c'est une étape importante? C'est une étape parce que c'est une étape dans la mesure où le personnel politique ne va plus se préoccuper que d'interpréter les résultats en fonction de la perspective de l'élection présidentielle. Donc en cela, ça pèse. Ce qui pèse aussi, c'est la confirmation sur le terrain, par les élections municipales, que au fond, il y a deux extrêmes qui sont bien là, qui vont continuer de perturber le jeu, c'est-à-dire la France insoumise d'un côté et le Rassemblement national de l'autre, qui confirme son ancrage, qui commence à avoir un début d'implantation locale. Donc tout cela ne peut pas ne pas retentir ensuite sur le comportement des uns et des autres. Là, ce qui se passe, c'est que tout le monde s'engouffre vers cette élection présidentielle avec chacun des idées de primaire, de comment on va se départager, parce qu'il y a objectivement un trop-plein en ce moment. Et pour mettre fin à ce trop-plein, il faudrait que, en tout cas la droite, le centre et le centre-gauche suivent le conseil de Gérald Darmanin, c'est-à-dire pour ce qui est du centre-gauche, du centre-droit, et même d'une partie des socialistes, qui n'est qu'un seul candidat. S'il n'y a qu'un seul candidat, en effet, à ce centre-là, ça garantira que ce centre sera opposé au second tour à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella. Autrement, non. Autrement, c'est vraiment l'aventure. Donc, on en est là. Et en attendant, eh bien, la droite se demande s'il faut pas faire une primaire. Les uns sont pour, les autres sont contre. À gauche, Olivier Faure avait déjà pris position pour une primaire, idée combattue par aussi bien François Hollande que d'autres leaders socialistes. Donc on en est là et on verra ce que tout cela donne, parce que on est quand même assez loin du compte pour le moment, parce que tout le monde parle de qui peut se rapprocher de quoi, comment choisir, comment sélectionner. Personne ne nous parle d'un projet ou de quelque chose qui ressemble à une vision pour l'avenir de la société française, qui soit de nature à mobiliser les Français et à, pour les uns, marginaliser le Rassemblement national, pour les autres, conforter leur vocation qui devrait rester celle d'un parti de gouvernement, etc. Mais pour le moment, on n'en entend pas parler. On n'entend parler que de comment on va s'allier, comment on va écarter, comment on va s'assurer que un tel se plantera. Enfin, voilà. La vraie politique politicienne. Oui, absolument, qui reprend ses droits, bien sûr, à toute allure. Un mot pour finir sur Emmanuel Macron. Même s'il s'en défend, il s'était investi quand même dans cette campagne municipale. Oui, il s'était investi très tôt, puisque très tôt, il avait fait le choix d'une alliance avec Rachida Dati. Et qu'elle était la candidate du président, en fait. Et donc, cette manœuvre-là a échoué. Elle a échoué jusqu'au bout, d'abord parce que Rachida Dati n'a pas obtenu les performances qu'elle souhaitait ou qu'elle paraissait en mesure de gagner, et parce que ensuite, au fond, ce scrutin pour elle a tourné à la catastrophe. Parce que entre les deux tours, il y a eu l'annonce du désistement de Pierre-Yves Bournazel, candidat d'Horizon, qui était manifestement à la demande de plus haut, à la demande du sommet. Donc il a été prié de s'écarter, et dignement d'ailleurs il s'est écarté au point de sortir de la liste et de laisser les électeurs libres d'acquiescer à ce choix ou non. De la même façon, alors ça c'est moins avéré, c'est moins sûr, c'est plus, j'allais dire, des informations qu'on trouve dans les journaux mais que personne n'est en mesure de confirmer, qui était de demander aussi à Sarah Knafo de ne pas se maintenir. Elle ne s'est pas maintenue. Tout cela pourrait aider à la victoire possible de Rachida Dati. Rien de tout cela ne s'est passé. Et ce qui s'est passé au contraire, c'est presque un mouvement de rejet de Rachida Dati, presque un vote contre sa façon de faire de la politique. Et peut-être aussi la perspective de jugement ou de problème avec la justice a joué pour un certain nombre d'électeurs, parce que ceux qui se disaient, bon, si elle est élue maire,
dans 3-4 mois, elle ne le sera plus. Donc, qui le sera à sa place? Parce que les juges feront en sorte qu'elle ne le soit pas. Donc, il y a tout cela qui s'est un petit peu mêlé et qui a contribué à sa défaite. En attendant, la grande leçon, c'est que quand Emmanuel Macron se mêle de politique, ça ne va pas. Quand il se mêle de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est une catastrophe. Et quand il se mêle d'aider à l'élection de sa protégée à Paris, c'est une très mauvaise chose aussi. Donc il faut recommander au président de la République de faire le moins de politique possible et de se préoccuper, ce qu'il fait d'ailleurs par ailleurs très bien, des grandes questions internationales qui sont à l'œuvre aujourd'hui autour de nous. Dernier point peut-être sur ces élections, parce que c'est en même temps une date un peu symbolique, parce que le jour du second tour, au fond, des élections municipales, est mort Lionel Jospin. Et en même temps, au soir de ce second tour, François Bayrou a été écarté après tant d'années comme maire et en même temps comme personnalité politique incontournable. Et donc voilà bien une page qui se tourne définitivement. Tristement, avec le départ et le décès de Lionel Jospin, tristement pour ceux qui croient au centre, avec la fin finalement de la carrière de François Bayrou qui a incarné l'aspiration au centre pendant tant d'années. Ça fait partie de ces dates que l'on retiendra. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani pour cet édito politique. Merci Hélène. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.